Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'intervenir aujourd'hui. Donc je m'appelle Maud Maty et quand l'organisation du salon m'a proposé d'intervenir pour la 3e année consécutive pour vous présenter les sujets qui me passionnent, on m'a demandé de rentrer dans un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, il y avait 2 éléments. Le premier élément, c'était de faire un retour d'expérience, donc de co-intervenir. Vous voyez bien que je suis toute seule. Donc mes co-intervenants ont été filmés en amont. Donc on a mis en place des petites choses au niveau technique. Je vais vous demander d'être tolérant avec ce que je vous propose. Et la deuxième chose, c'était en termes de thématiques. Donc j'avais une liste de thèmes dans lesquels je pouvais piocher. Et donc j'ai choisi la thématique RSE. Donc ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, c'est conserver les grains en réduisant les nuisances sonores, une problématique RSE qui fait du bruit. Alors RSE, par rapport, on va voir, au voisinage, et aussi par rapport au personnel sur site. Alors je voulais commencer par une petite devinette. Qu'est-ce que vous voyez comme point commun entre ces 2 situations ? Donc on est dans un site de stockage de grains. Est-ce que vous voyez déjà ce dont il est question ? Ouais, donc effectivement, ça porte sur la ventilation, puisqu'on va voir que pour conserver les grains, c'est important de les refroidir. Ici, on a un caisson acoustique, qu'on appelle aussi un capot. Dedans, il doit y avoir quelque chose qui met l'air en mouvement, j'imagine. Et puis ici, donc on voit un groupe froid qui a été mis dans un dispositif pour limiter les nuisances sonores. Donc effectivement, le point commun de ces 2 situations, c'est la gestion des nuisances sonores. Alors en intervenant, Maud Maty, je suis directrice du pôle Technigrain. Chez Technigrain, notre domaine d'expertise, c'est l'aérolique. L'aérolique, c'est une branche de la physique qui va s'intéresser au flux d'air et à la façon dont le flux d'air est transporté et diffusé, ici dans une masse de grains. Donc nous, on intervient sur 2 domaines. La ventilation à l'air ambiant avec l'édition de consignes d'exploitation pour piloter les ventilateurs et la ventilation réfrigérée où on accompagne nos opérateurs sur le pilotage des groupes froids. La deuxième personne qui va intervenir, c'est Claire Pelletier. Donc Claire Pelletier travaille chez CVP et je vais la laisser se présenter. CVP, c'est une coopérative de l'Ouest parisien. On est situé entre Paris et Rouen, à cheval sur la Seine. On est sur 4 départements, le 27, le 78 majoritairement, un petit peu le 76 et le 95. Mes fonctions chez CVP, donc j'ai en charge toute la partie silo, avec 3 pôles, tout ce qui est gestion des silos, de la moisson, du personnel des silos. Toute la partie logistique, transport et tout ce qui va être en relation avec la maintenance des investissements et la gestion des énergies. Et notre deuxième intervenant expert, c'est Jérémy Mettet. Donc Jérémy Mettet est ingénieur acousticien et il travaille pour un bureau d'études qui s'appelle EREA. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que notre équipe est basée à Tours et EREA, c'est un bureau d'études qui est basé à côté de Tours, à Azel-Rideau. Et donc, chez EREA, le domaine d'expertise, c'est l'acoustique. Pour commencer, on va demander à Jérémy de nous expliquer ce que c'est que le bruit et en quoi, comment c'est réglementé. Alors, le bruit, qu'est-ce que c'est? La définition du Larousse, le bruit, c'est un ensemble de sons perçus comme étant sans harmonie, en fait, par opposition à la musique. Donc, tout ce qui n'est pas de la musique ou mélodieux est considéré comme du bruit. Donc, c'est un phénomène qui est plutôt un phénomène physique plutôt complexe à appréhender, puisque ça dépend de différents facteurs, comme la sensibilité et aussi l'intensité, la fréquence, la durée du bruit et les conditions qu'on a par rapport à l'exposition. Est-ce qu'on est
dans un lieu plus ou moins bruyant, voilà, et ça dépend aussi de la personne. On sait que différentes personnes sont plus ou moins, sensibles, quant au bruit et par rapport à l'attention, de certaines personnes, heu, par rapport aux différents sons qui les entourent. On va passer à quelques définitions, rapidement, du bruit. Donc pour définir le bruit, on a le niveau de pression acoustique. En fait, le bruit, le son, se propage dans un milieu matériel, donc on a besoin, d'air pour, se propager. On a tous en tête, l'expérience du réveil dans une cloche quand on fait le vide d'air. Plus aucun son puisque, on n'a plus d'air, donc plus de propagation, possible du bruit. Donc ça se définit par, niveau de pression acoustique, donc c'est la pression elle est exprimée donc en pascal et donc on a un facteur de 1 000 000 entre les sons les plus faibles et les plus élevés. Donc pour définir le bruit, on a inventé enfin voilà, une échelle, le décibel, qui permet de contracter, l'échelle, des pascals entre guillemets et de la passer, en gros de 0 à 140 décibels, donc avec, des formules pour la pression, du bruit, qui s'exprime en pascal sur une pression acoustique de référence. Donc on voit bien que le son, se propage, a besoin d'air, puisqu'on voit sur le schéma, propagation, du bruit, par excitation des molécules d'air qui forment, différentes longueurs d'onde et donc le bruit aussi, enfin le son se définit aussi également par rapport à sa fréquence. On a on a en tête, une idée de plage de fréquence, pour l'oreille humaine en gros qui va de 20 Hertz à 20 000 Hertz. On a l'habitude de dire qu'en dessous de 20 Hertz, on est dans le domaine des infrasons, donc des fréquences qu'on n'entend pas et au-dessus de 20 000 Hertz, on les ultrasons, pour des fréquences, qui sont, inaudibles, à l'oreille humaine. Et donc cette fréquence, baisse un petit peu en fonction de l'âge puisque en dessous des fois, en vieillissant, on a, ces hautes fréquences qui sont de moins en moins audibles. Alors par rapport à cette échelle des décibels, on a, un seuil d'audibilité qui va de 0, comme on le disait tout à l'heure, jusqu'à 140. 0 étant le seuil d'audibilité, mais des valeurs qu'on ne retrouve pas dans la nature, puisqu'en général, voilà, on est sur des niveaux qui sont entre 10 et 20 décibels. Déjà, c'est déjà le calme pratiquement absolu. Jusqu'à 140, où là, c'est par exemple un réacteur d'avion, quoi. Le seuil de douleur qui est atteint pour pratiquement 120 décibels, donc voilà, on a l'habitude de dire qu'à 120 décibels, généralement, on perd son audition. Le seuil de danger, c'est en gros 80-90, avec un risque, si on est exposé toute la journée, à plus de 80 décibels. Mais ça, c'est par rapport à la réglementation qu'on verra un petit peu plus tard. Au niveau des décibels, pour manipuler un petit peu le décibel, c'est un peu plus compliqué puisque généralement, on a l'habitude de dire que voilà, on double le bruit, on a plus 3 dB, alors qu'on double le bruit. Par exemple, si on additionne 120 décibels, une source à 120 décibels plus 120 décibels, ça ne fait pas 120 décibels, mais 63, donc on a doublé la source, on a double de bruit, mais on a augmenté que de 3 décibels. Tout ça, c'est pour expliquer un petit peu, l'échelle logarithmique du bruit qui permet de voir que quand on double le bruit, on est qu'à 3 décibels de plus. Et le fait aussi de manipuler, l'échelle logarithmique avec les décibels, si on a un bruit à 70 et un autre bruit qui est, 10 dB en dessous de 60, et ben, le bruit de 70 dB, couvre totalement, pratiquement, le bruit de 60. Donc on a l'habitude de dire que le bruit de 70 masque, la source de bruit à 70 décibels masque la source à 60. Donc tout ça parce qu'on a un niveau, supérieur de 10 dB par rapport à l'autre. Alors comment se mesure le bruit? Alors, à l'aide d'un sonomètre, comme on voit sur l'image. En France, on parle plutôt réglementairement d'émergence. C'est pour ça qu'on y reviendra tout à l'heure, donc je vous explique un petit peu rapidement ce qu'est l'émergence.
Donc, la réglementation définit l'émergence comme le niveau de pression acoustique pondéré avec l'échelle A, du bruit ambiant qui est le bruit avec l'installation en fonctionnement, par le bruit résiduel, en l'absence du bruit généré. Donc la figure qui est en dessous récapitule un petit peu cette émergence qui est en fait le bruit ambiant, qui est la soustraction du bruit ambiant par le bruit résiduel. Le bruit ambiant contenant la source de bruit en particulier, qu'on veut caractériser par exemple un bruit d'une industrie ou d'une usine, soustrait au bruit résiduel qui est le bruit extérieur. Avant d'aller plus loin sur les problématiques de bruit et les retours d'expérience que je vais vous présenter, je voulais rendre bien explicite le lien entre le bruit et la conservation des grains. Pour conserver les grains dans des silos, aujourd'hui, une des actions à mettre en œuvre, c'est le refroidissement des grains. Refroidir les grains, c'est notamment limiter le développement des insectes. Pour ça, en France, on peut avoir recours à 2 technologies, la technologie de ventilation à l'air ambiant et la technologie de ventilation réfrigérée. En ventilation à l'air ambiant, on utilise un ventilateur qui va mettre en mouvement de l'air ambiant, donc à une température ambiante qui va être peut-être 10 degrés plus fraîche que la température du grain. On va fonctionner principalement la nuit, puisque c'est là que les températures sont les plus fraîches. Et puis, ce ventilateur va fonctionner avec des débits d'air importants. Donc, ce qui peut arriver, c'est que la nuit, les ventilateurs fassent du bruit et donc qu'on ait une émergence de nuisances sonores par rapport au voisinage qui peut se manifester. Donc, à ce moment-là, ce qu'on voit apparaître chez nos clients, coopératives agricoles et négociants, en fait, c'est des boîtes. Les ventilateurs sont mis dans des boîtes. Et potentiellement, ça peut pénaliser le passage du flux d'air. Donc ça, c'est la première technologie qu'on peut rencontrer et qui est très majoritairement répandue dans les silos français. La deuxième, ça va être l'utilisation de groupes froids. Donc ici, vous voyez un groupe froid jaune de marque Frigortech. Donc j'ai choisi de vous présenter ce type de machine puisque c'est ce type de machine auquel on va faire référence dans le second retour d'expérience. Donc le groupe froid, lui, va mettre en mouvement de l'air réfrigéré, donc à une température que l'opérateur va paramétrer. Par exemple, ça peut être 25 degrés, entre 20 et 30 degrés plus frais que la température du grain en cellule. Le fonctionnement de la machine va en général être jour et nuit. Et puis, ça va fonctionner avec des débits d'air beaucoup plus faibles qu'à l'air ambiant. Les enjeux acoustiques du refroidissement des grains, c'est quoi ? C'est de réussir à faciliter le passage de l'air tout en limitant les nuisances sonores. Donc le premier retour d'expérience que je voulais vous présenter, c'est celui qui était sur la photo à gauche sur la devinette de tout à l'heure. Donc c'est en ventilation à l'air ambiant, des ventilateurs qui faisaient trop de bruit. Et donc, nous sommes intervenus, donc nous, Technigrain, nous sommes intervenus sur une étude de la performance de la ventilation à l'air ambiant dans ces conditions-là. Et ce que nous avons montré, c'est que le dispositif en place ne permettait pas un passage d'air suffisant, parce qu'il y avait des grilles, à travers lesquelles l'air passait, mais la surface n'était pas suffisante et pénalisait le fonctionnement du ventilateur. Donc, ce qu'on a proposé aux clients, c'est de co-intervenir avec EREA pour déterminer la meilleure façon de continuer à fonctionner en ventilation à l'air ambiant. Donc là encore, je vais laisser Jérémy Mettet nous présenter le travail qui a été effectué. Au niveau de la réglementation spécifique concernant le bruit en matière d'ICPE, donc industrie classée pour la protection de l'environnement, on est soumis à l'arrêté du 23 janvier 1997 qui limite les bruits émis dans l'environnement par les installations classées. Donc on a une réglementation pour
plusieurs paramètres. Donc les zones à émergence réglementées, qu'on appelle Z2R, qui en fait concernent les riverains les plus proches. Donc là, on a des seuils d'émergence, comme on parlait tout à l'heure, à ne pas dépasser en termes de jour et de nuit, mais aussi une valeur maximale de niveau de bruit ambiant en limite les propriétés à ne pas dépasser, donc qui est de 70 décibels le jour et 60 décibels de nuit. Donc on est soumis à cette réglementation concernant les ventilations et le cas qu'on verra après. Donc il y a une surveillance qui doit être mise par l'exploitant au niveau des émissions sonores. Et donc cet exploitant doit mettre en place une surveillance de l'installation permettant de vérifier les différentes valeurs de l'émergence et également les mesures pour vérifier les valeurs au niveau du périmètre de mesure du bruit par un organisme qualifié. Donc on va revenir sur ce cas concret, donc optimisation acoustique d'un silo. Donc on a réalisé des mesures sur ce silo afin de voir le respect des émergences sonores réglementaires suite à des plaintes de voisinage. Alors il y a déjà des capots pour limiter les bruits émis par les ventilateurs extérieurs. Et donc, on a réalisé des mesures pour évaluer l'efficacité des capots qui étaient actuellement en place et pour optimiser l'efficacité de ces capots. Et l'objectif étant de respecter les seuils réglementaires qu'on a vus auparavant. Donc, on a fait une mesure de caractérisation acoustique, donc c'est-à-dire définir les niveaux sonores émis par les ventilateurs extérieurs avec et sans capotage. Et on a mesuré également, le pôle technique Rhin a mesuré également, a fait des mesures aéroliques conjointement à ces mesures acoustiques, donc qui nous permettaient de voir les émissions de bruit, mais également au niveau de l'aérolique. On a fait donc des mesures en champ proche au niveau des 6 ventilateurs de ce silo, permettant de voir les niveaux sonores en champ proche et en champ lointain. Donc l'objectif, comme je le disais, était de caractériser les sources de bruit, définir l'efficacité des systèmes en place et proposer, si nécessaire, des optimisations acoustiques, mais qui marchent aussi pour l'aéronique. Donc, on a mesuré d'abord le ventilateur, comme on peut le voir sur la photo, sans le capotage, qui permettait de voir l'émission, le rayonnement de la source de bruit que représente le ventilateur, au niveau de son environnement proche. Et on a fait également une mesure avec capotage, donc avec le système qui était en place. On a remis le système de capotage sur le ventilateur pour mesurer le gain obtenu avec ce capotage et également les niveaux qui sont rayonnés par le ventilateur avec ce capotage en plus. Donc les mesures sont réalisées, comme je le disais, en champ proche et en champ lointain. Donc on voit sur la carte du haut des mesures qui sont réalisées en champ proche pour le point A, B et C, vraiment véritablement un mètre ou 50 cm du capotage, et des mesures en champ lointain, les points D, E, F, qui sont réalisés entre 2 et 15 mètres du point de la source de bruit du ventilateur qui est ici, au niveau du B20. Donc, on remarque quand même que les niveaux sonores mesurés avec et sans capot, on mesure quand même un gain global pour les différents tiers d'octave. Donc, les tiers d'octave, ça représente les fréquences comprises entre 25 et 12,5 kHz. Donc, entre 25 Hz et 12 500 Hz, on remarque un gain assez bon niveau des ventilateurs.
Et en conclusion de ces mesures, ça nous a permis un petit peu de voir les gains qui étaient générés par les différents capots selon la position des sonomètres. Et on remarque donc qu'on a un gain qui est généralement obtenu sur les fréquences supérieures à 250 Hz, puisque les basses fréquences, généralement, ont un gain qui est très, très faible, comme on a un bruit relativement basse fréquence. Donc après, on a ces mesures pour les différents points permettent aussi de localiser on va dire, entre guillemets, les fuites acoustiques, qui nous permettent de voir où est-ce qu'on a des pertes un petit peu de ce gain acoustique. Donc on peut voir que le point B traduit un petit peu le point B qui est situé juste derrière la grille, on voit qu'on a une faiblesse au niveau des champs lointains qui se répercutent sur les baisses en champ lointain sur les points D et E, donc avec possible fuite au niveau de la grille d'aération et plusieurs problèmes de fuite pour cette mesure précise-là de ce ventilateur précis. Sur le raccordement à la galerie et au niveau de l'entrée d'air du silo. Donc pour optimiser ces protections, on a réalisé une modélisation acoustique de l'environnement autour du site d'étude avec un logiciel de modélisation en 3 dimensions, CANNA. Donc c'est le logiciel qui permet de calculer la propagation sonore en fonction des sources de bruit. Donc on elle tient compte des émissions sonores de chacun des ventilateurs pour les différentes directions d'émission. Et en 3D, avec la topographie du site, on met le relief, les distances, les hauteurs des sources, l'exposition, l'absorption dans l'air, enfin la nature du sol. Et donc on peut créer, comme on voit sur l'image en bas à gauche, la modélisation qui est faite du site en 3D, avec les bâtiments, le relief et l'environnement, le voisinage, tous ces paramètres. Et en bas à droite, vous voyez un petit peu la configuration du site avec les points de mesure, les différents points de mesure Z2R1, Z2R2 et les différentes sources de bruit qui sont placées sur le modèle et qui représentent les ventilateurs V1, V2, V3. Donc, on lance ce modèle de calcul de propagation des niveaux sonores et la simulation a mis en évidence un risque véritablement très important de dépassement pour des seuils réglementaires dans la configuration actuelle, avec au niveau des points Z2R1, Z2R2, Z2R4, pardon. Donc on a au niveau du voisinage le plus proche du site. Donc, cette modélisation nous permet aussi également d'optimiser et de dimensionner des protections efficaces afin de respecter ces dépassements des seuils et de venir abaisser les sources de bruit telles qu'elles sont actuellement. Donc, plusieurs améliorations sont possibles. On peut améliorer les traitements déjà en place. On a défini sur les différents ventilateurs des traitements qui peuvent être mis en place sur les traitements des joints périphériques, l'étanchéité, des masses bitumineuses qui peuvent être mis au niveau de la jonction entre les ventilateurs et le sol. Une optimisation des capotages déjà en place avec des silencieux à baffle, comme on le voit sur l'image en haut à droite. Les traitements intérieurs par laine minérale, ça on a défini pour chacun des ventilateurs sur les ventilateurs qui nécessitaient un traitement supplémentaire. Ou sinon, on peut mettre en place également un écran acoustique en limite de propriété qui permet d'abaisser les niveaux sonores pour les voisins autour du site. Donc ces solutions sont définies, comme je disais, pour chacune des sources de bruit, et là en l'occurrence pour chacun des ventilateurs qui sont localisés sur le site. Après, pour illustrer un petit peu ce gain, cette optimisation, on peut réaliser des cartes isophones. C'est des cartes qui représentent la propagation des niveaux sonores au niveau du site. Donc on voit
La situation actuelle, qui est à gauche avec, les capots, en place, là, actuellement. Donc on voit que les niveaux, se propagent assez, largement comme on l'avait vu. Ça nous permet d'identifier un petit peu, les fuites acoustiques, enfin les niveaux sonores qui sont assez, largement dépassés au niveau des habitations qui sont situées à proximité, de l'installation. Et on a la carte isophone avec, capot, actuel, mais la mise en place, de traitements, acoustiques sur ces capots et d'écrans, qui sont, localisés là en bleu, sur la figure, écran, acoustique, qui permettent, de diminuer assez efficacement les niveaux sonores qui sont propagés au niveau des habitations riveraines du site. Donc ça permet de régler le problème, on va dire, au niveau du bruit, pour les voisinages. Donc, pour optimiser en termes d'acoustique et de 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 sites, d'installation comme on l'a vu, plusieurs pistes sont à étudier, comme la réalisation d'études, avant l'exploitation ou lors de la conception, prise en compte de l'acoustique dans le projet, qui permettent un petit peu de placer les sources ou alors de définir des traitements, à mettre en place, parce que c'est des fois moins compliqué de venir placer un traitement, acoustique, lors de la conception d'un projet. On peut aussi réaliser des mesures, lors de l'exploitation, si on a toujours un problème, après la construction, d'un site. On peut toujours venir réaliser des mesures et définir des préconisations et des solutions comme on l'a vu, dans le cas précédent. Et également, la mesure de réalisation de contrôle, suite à la mise en place, de solutions qui est, véritablement qui permet aussi d'avoir un retour sur l'optimisation des solutions et de vérifier que tout est conforme suite à la mise en place des protections acoustiques qui sont définies, voilà. Donc voilà pour le premier retour d'expérience par rapport à la ventilation à l'air ambiant. Le deuxième cas que je souhaitais vous présenter, c'est un cas de ventilation réfrigérée. Donc nous sommes intervenus chez la coopérative agricole CVP dans un premier temps sur un accompagnement au pilotage d'un groupe froid sur un autre site. Et puis lorsqu'il a été question de construire le nouveau silo de Bréval, donc Claire Pelletier nous a demandé d'intervenir. Et donc c'est sur le cas d'émergence de nuisances sonores après la construction du site. Qu'elle va vous présenter dans cette petite vidéo. Expérience sur la partie accompagnement acoustique qu'on a pu mettre en œuvre sur un site neuf. Donc Technigrain, on a travaillé avec Maud et avec son équipe sur un silo pour la mise en place des groupes froids, sachant que c'était la première fois qu'on en avait sur un site. Fort de cette expérience positive, on l'a sollicité sur donc le projet du nouveau silo à Bréval, pour accompagner notre réflexion, à savoir si on mettait ventilation air ambiant ou groupe froid. Elle nous a donc fait une étude climatique et après réflexion et concertation sur nos besoins en conservation de nos céréales sur ce site-là, on est parti sur la mise en place de 2 groupes froids. Donc le dimensionnement a été calculé avec Frigortech qui est l'entreprise qu'on avait choisie sur notre première expérience de groupe froid qui nous satisfaisait. Donc on a continué avec le même fournisseur. Le silo de Bréval, c'est un silo de travail du grain sur laquelle on a une partie dédiée aux filières conventionnelles et une partie dédiée au bio. Il est sans insecticide de stockage. D'où l'importance d'avoir une partie refroidissement des grains optimale pour être sûr de ne pas être embêté avec les insectes. Ce silo, on l'a mis en route en 2022. Donc quand on met en route un silo neuf, on doit faire une étude
de bruit pour vérifier qu'on est conforme à notre arrêté préfectoral, sachant que c'est un site qui a autorisation. Il s'est avéré que nous avions des non-conformités, notamment sur l'émergence de nuit, pardon, et qu'en parallèle de ça, on avait des plaintes de voisinage sur le fait qu'ils entendaient un ou des moteurs ronronner en permanence H24. De fait, les groupes froids tournant H24 de la moisson jusqu'à peu près fin octobre, on a vite trouvé le responsable du problème. Du coup, Maud nous a mis en relation avec la société EREA pour faire une étude acoustique approfondie et surtout, au-delà de l'étude acoustique, trouver la solution technico-économique et permettant de continuer à fonctionner avec des groupes froids sur ce site. Donc monsieur Mété est venu avec un de ses collaborateurs pour refaire une étude complète bruit, pour bien comprendre chacun où étaient émis les bruits et comment ils se dispersaient dans l'environnement. Et puis après, ils ont travaillé avec une modélisation pour voir la dispersion du bruit et surtout permettre de nous proposer des solutions correctives pour éviter que les bruits aillent vers le voisinage, on va dire. Donc une fois son étude faite, on s'est mis autour d'une table avec l'ensemble des parties prenantes, donc EREA, Technigrain, Fricortech et puis moi-même, CVP, pour trouver le meilleur compromis technique pour le faire, puisqu'il faut quand même savoir que les groupes froids, c'est une grosse clim, donc elles ont besoin d'un renouvellement d'air frais et d'éviter de recycler leur air chaud qu'elles recyclent. Donc on peut pas juste les enfermer dans une boîte acoustique, ça ne fonctionne pas. Du coup, on est arrivé à la conclusion de fermer sur un des groupes, un côté ça suffisait, et sur l'autre on a fermé donc 2 côtés de manière acoustique. Alors, sur le deuxième, on a un petit recyclage, mais à un moment donné, il fallait trouver un compromis. Derrière, on a refait une étude de bruit réglementaire, parce que la première était non conforme, et nous sommes donc conformes avec cette solution mise en œuvre. Donc après, la mise en œuvre technique, elle a été faite par nos équipes de maintenance habituelles, mais en prenant les références des matériaux demandés dans l'étude technique. Quand on dimensionne une solution de refroidissement des grains, dans certains cas, quand le bruit pose problème, mettre un groupe froid, ça peut être une solution, puisque les groupes froids font moins de bruit que les ventilateurs, mais vous voyez bien dans ce retour d'expérience-là que ça a des limites. Après, les niveaux de bruit sont différents entre les ventilateurs et les groupes froids, et les fréquences également. Donc, sur certains sites, on a aussi vu apparaître des problématiques de nuisances sonores pour le personnel qui était sur le site. Et le bruit change en fonction du moment de l'année aussi. Donc, c'est des choses qui sont pas faciles à objectiver, mais qui sont donc nécessaires à prendre en compte. Donc, par rapport à ça, j'ai demandé à Claire Pelletier si elle avait quelques conseils à donner à ses pairs concernant la gestion des nuisances sonores. Donc si j'ai un conseil à donner par rapport au bruit, effectivement, le bruit, on peut le mettre en relation avec l'air, hein. On ne sait pas trop bien comment ça se disperse, enfin pas trop bien, nous en tant qu'opérateurs techniques de silo, on va dire, hein. Il faut toujours s'entourer de spécialistes, parce qu'on peut aussi faire des travaux qui n'ont pas d'efficacité, pensant bien faire. Donc là vraiment, je pense qu'on a gagné du temps avec cette étude acoustique, et qu'on a tout de suite mis en œuvre le diagnostic a été fait correctement, et derrière on a mis en œuvre tout de suite les bons matériaux pour arrêter le bruit, enfin arrêter les nuisances, on va dire, parce que le bruit on l'a pas arrêté, il continue de tourner, nos groupes froids. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les compétences en interne, et qu'il faut aller chercher des entreprises compétentes en la matière. En conclusion, donc les problématiques de bruit
comme on l'a vu, c'est des problématiques qui sont complexes. Il est donc nécessaire d'appréhender les situations dans leur globalité. Et la conjugaison des expertises aéroliques, donc du passage du flux d'air et acoustique, la conjugaison est nécessaire sur les dossiers de gestion des nuisances sonores dans le domaine du refroidissement des grains. Donc je vous remercie pour votre attention. Vous avez mon contact donc si vous souhaitez aller plus loin sur la problématique. Et puis, voilà, je serais intéressée aussi de savoir si ces problématiques-là, enfin, si vous êtes concerné par ces problématiques et de quelle façon vous souhaiteriez chercher des réponses. Je vous remercie.